lecteurs de Padel Magazine, l'un qui m'a contacté avec le site de Padel Magazine et l'autre qui m'a contacté par Facebook pour répondre à ces deux interrogations. Je profite de la caméra parce que finalement, je vais tenter d'être complet et de donner mon point de vue sur ces deux questions. Alors, d'abord Max me pose la question concernant donc la taille du joueur et le fait que comment essayer de se protéger, quelle position faut-il adopter pour se protéger lorsqu'on n'est pas forcément très grand, 1m77, 1m80, contre les lobes. Alors, la première des choses que j'ai envie de dire, c'est que autant un lob en tennis peut poser des soucis, parce qu'effectivement, on se retrouve dans une position de défense très rapidement, alors qu'au paddle, on peut être très offensif en étant en fond de cours. Donc déjà, il ne faut pas avoir peur d'être lobé, on a toujours une vitre pour pouvoir ensuite l'utiliser pour pouvoir repartir en solution, ou proposer déjà une solution de défense, et puis partir en contre-attaque depuis le fond. Ensuite, la position normale, et ça vous le verrez tous en regardant les joueurs, pas forcément du Pro Tour, mais les joueurs quelconques, la position à la volée est toujours située entre le premier et le deuxième poteau à partir du filet, et d'ailleurs plus près du deuxième poteau. Donc, alors effectivement, ça ouvre certains angles, mais ça ne protège de rien, mais ça donne une situation finalement assez confortable pour pouvoir faire à la fois des volées et à la fois des matchs. Alors, je crois que la clé de voûte de cette question-là repose sur l'anticipation, donc sur l'observation de l'adversaire. En effet, lorsqu'on peut anticiper un lob, alors à ce moment-là, on décroche assez vite vers l'arrière d'un mètre pour pouvoir en fait ne pas perdre la position d'attaque et contrôler le coup avec une bandera qui va aller se glisser plutôt au fond de la zone de défense des adversaires. Voilà, donc il n'y a pas de problème pour le lob, on est tous lobés. Le paddle, souvent c'est un enchaînement de jeu en bas et jeu en haut. Le lob fait partie de ce sport-là, donc pas d'inquiétude sur le lob. Évidemment, il faut un petit peu maîtriser la bandera pour ne pas perdre cette situation, on va dire, d'attaque et pouvoir rester le plus longtemps possible en zone d'attaque pour mettre les adversaires en pression. Voilà Max, ma réponse concernant donc la taille et le lob. Alors ensuite Xavier, il a un message qui est un peu long avec des multiples questions. Alors je vais essayer d'y répondre le plus complet, de façon la plus complète possible. Alors je vais regarder un petit peu les questions et vous les dévoiler au fur et à mesure. Alors, quelles sont les principales tactiques et objectifs du jeu? Alors là, la question, évidemment, ça mériterait des heures de vidéo. Je crois que ce qui est vraiment très significatif dans ce sport-là, c'est qu'il faut être extrêmement patient. Et il faut construire son jeu. On ne peut pas faire au paddle, c'est très compliqué de faire un point en 2-3 coups de raquette. On est obligé de construire son point. Alors la construction de son point passe par, comme je l'ai dit juste avant, le jeu en bas, le jeu en haut, en position successive. Donc on joue généralement en bas dans un premier temps pour fixer l'adversaire plutôt à la volée. Et ensuite on lobe, on tente de jouer en haut pour lober et ensuite, à ce moment-là se projeter donc vers le filet. Ceci étant dit, en termes de tactique, je crois que le paddle se joue le plus possible à 2 contre 1. Je m'explique. Si jamais le joueur de droite, par exemple mon coéquipier à droite, commence à jouer croisé sur son rival, à ce moment-là, moi, si jamais je récupère la balle, je vais tenter de travailler ce même rival sans jouer sur la quatrième personne qui en fait est tranquille au fond et qui patiente. Donc, le but, je pense, dans un premier temps, tant qu'on peut le faire, c'est de travailler à 2 contre 1 et essayer de faire bouger cette personne-là. Donc, un coup dans l'angle par exemple, le coup suivant sera plutôt au centre, mais toujours du côté de la personne qui est en train de récupérer la balle. Donc, l'adversaire qui est situé, dans le cas que je viens de donner, donc, qui est situé donc à droite. Ça, je crois que c'est très important. Et tant qu'on peut, on ne lâche pas cet adversaire-là pour essayer de le faire craquer. Ensuite, évidemment, si une balle nous arrive et que par réflexe ou par positionnement, on est obligé de jouer sur l'autre, rien de rédhibitoire là-dessus. On continue à travailler. Mais je crois que c'est très important de regarder comment jouent les très bons joueurs, à quel rythme ils jouent. Ils ne jouent pas forcément très rapidement. Par contre, dans le sens tactique, ils sont très professionnels parce que justement, ils vont éviter donc de faire des fautes directes, ils vont jouer plutôt coupé, plutôt vers le fond, pour essayer donc de maintenir les adversaires au fond et proposer des balles qui sont
difficile à jouer. Voilà pour cette première réponse sur, on va dire, l'aspect général de la tactique et de l'esprit du paddle. On se met le bleu de chauffe et on travaille les adversaires. Ça, je crois que c'est très important dans ce sport-là. Ensuite, si je me réfère à la deuxième question, en venant au tennis, que faut-il faire pour progresser? Sur quoi peut-on s'appuyer? Et que faut-il oublier? Alors les Espagnols ont l'habitude effectivement de dire, lorsqu'on vient du tennis, qu'il faut, quand on rentre sur le court de paddle, enlever le chip, c'est-à-dire le micro-ordinateur que l'on a côté tennis, et mettre celui du paddle. Alors, pour ceci, je vais tenter d'illustrer mon propos avec ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'en tennis, on peut être très agressif et gagner un point en 2-3 coups de raquette. En termes de paddle, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, l'une des grosses différences, c'est qu'en tennis, généralement, on joue seul, alors que là, on est accompagné d'un partenaire. Et la troisième, et c'est essentiel, c'est évidemment que le court est beaucoup plus petit. Donc du coup, l'aspect technique sur les coups eux-mêmes ne vont pas beaucoup changer. Il n'y a que le coup spécifique de la bandera à maîtriser de telle façon à pouvoir être complet au niveau du paddle. Mais l'aspect tactique est extrêmement important et assez différent de la partie tennis. J'en veux pour preuve que lorsqu'on regarde par exemple deux droitiers jouer un double en tennis, pardon, pas deux droitiers, un droitier et un gaucher jouer au tennis en double, généralement les coups droits sont extérieurs. C'est-à-dire que le droitier joue à droite et le gaucher joue à gauche. C'est une preuve que le tennis se joue plutôt sur les extérieurs. On gagne les points sur les extérieurs. Alors que le paddle, c'est tout le contraire. Un gaucher va jouer à droite pour avoir son coup droit au centre, et que le droitier joue à gauche pour avoir évidemment son coup droit aussi au centre, car le paddle se joue beaucoup au centre et généralement se gagne un petit peu évidemment au centre. Donc voici déjà une différence tactique entre le tennis et le paddle. Donc si je mets de côté la partie bandeja, qui est une partie qui est essentielle dans le paddle, et on met du temps, nous tennismen, à l'acquérir avec de la qualité, à ce moment-là, on peut prendre tous les autres coups techniques et ils seront tout à fait adaptables au paddle. Je mettrai un bémol sur la partie de lift. Alors, beaucoup de personnes m'interrogent là-dessus. Le lift en tennis est très efficace, en paddle beaucoup moins. Pourquoi? Parce que si on joue un lift en fond de court, la balle ne va faire que monter, donc faciliter les adversaires. Donc si je réduis un petit peu mon propos à l'utilisation du lift, le lift va servir, lorsqu'on a un très bon niveau, va servir à retourner les balles ou à jouer du fond de court des balles dans les pieds des adversaires qui sont à la volée. Alors ça, je ne vais vous le conseiller que si vous avez vraiment un bon niveau, un très bon niveau de tennis au départ. Et ensuite, essayer de jouer dans les pieds, c'est évidemment très efficace parce qu'on peut attaquer la contre-attaque de suite. Exemple, vous êtes en fond de court, vous avez une balle qui revient, vous la dominez assez bien. Vous jouez un coup dans les pieds, mais là, il ne faut pas hésiter, si le coup est bon, à monter pour jouer en fait après une lutte à 4 à la volée avec un ascendant dès le départ. Voilà concernant donc la partie technique du paddle et la spécificité du paddle par rapport au tennis. Donc les coups liftés de fond de court, je vous conseille de les éviter. Je reviens donc sur une nouvelle question. Il semblerait que la position à droite ou à gauche soit très importante et qu'un joueur ne puisse jouer qu'à droite ou à gauche. Alors, voici mon opinion. Mon opinion, c'est quand on commence le paddle, ou même si on a un certain niveau au paddle, je crois qu'il faut savoir s'adapter à toutes les positions. Pour une bonne et simple raison, c'est que si vous êtes spécialisé à droite, mais qu'un jour vous jouez avec un partenaire qui est gaucher, vous allez devoir passer à gauche. Et donc, il serait intéressant que tous les curseurs du paddle, que ce soit à droite et à gauche, qu'on puisse les monter en termes de qualité et sans avoir de rupture. Sans avoir de rupture. Vous pouvez aussi jouer un mixte en jouant à droite et passer donc pour ce mixte-là et passer à gauche. Donc en fait, tout dépend aussi des personnes avec qui vous jouez. Je crois que ça vaut quand même le coup de s'entraîner un petit peu, de jouer un petit peu dans les deux positions pour avoir un minimum de bagage technique et tactique sans être complètement perdu sur la piste. Ça, je crois que c'est très important. Après, à partir d'un certain niveau, effectivement, quand on arrive à un très bon niveau régional, on va se spécialiser un petit peu de telle façon à ce que finalement les coups techniques que l'on va utiliser soient un petit peu répétitifs, soient automatisés. Alors,
c'est très important à un haut niveau régional ou même national évidemment, de telle façon à avoir toujours le même style de coup, sans avoir à réfléchir trop où c'est qu'on envoie la balle et comment est-ce qu'on l'envoie. Et ça, évidemment, ça fait gagner de précieuses, des précieux dixièmes de seconde dans le jeu. Voilà, donc, en conclusion, jouer, il faut savoir jouer un peu partout. Et ensuite, si vous êtes vraiment d'un très bon niveau, à ce moment-là, évidemment, il faut se spécialiser euh, pour une position et pour en fait l'automatisation des coups. Et ça vaut vraiment le coup. Voilà. Ensuite, une autre question concernant donc les raquettes. Alors, les raquettes, il y en a évidemment de plusieurs styles de raquettes. Il y a des raquettes qui sont dites dures, qui sont à base de carbone. Alors, on peut avoir par exemple 3 ou 4 épaisseurs de carbone. Et après des raquettes plus... Alors ces raquettes dures, pardon, sont généralement des raquettes qui sont faites donc à base de carbone sur les extérieurs. Ça c'est pour les protéger en termes donc de protection, qu'elles ne soient pas fragiles on va dire, alors que la fibre de verre elle est beaucoup plus fragile. Et ensuite vous avez la deuxième partie qui est donc la mousse à l'intérieur. Alors, il y a des mousses qui sont plutôt molles et des mousses qui sont plutôt dures. Alors les mousses molles, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ont un très bon rendu en termes donc d'efficacité. Lorsque la balle arrive, il suffit de taper un petit peu la balle pour que la balle reparte directement. Bien. Ensuite, vous avez des mousses qui sont plus dures. Alors ces mousses dures, justement, il faut fournir un effort supplémentaire de telle façon à pouvoir envoyer la balle dans les mêmes conditions que dites précédemment. Donc il y a sur la globalité de la raquette, il y a deux paramètres à prendre en compte. Il y a l'extérieur qui donne plus ou moins de rigidité selon que c'est du carbone très rigide ou de la fibre de verre qui est donc moins rigide. Et puis vous avez la mousse à l'intérieur qui est une mousse soit un petit peu molle, dans lequel on pourrait comparer ceci avec un cordage de tennis qui soit relativement peu en termes de kilos. Et puis vous avez sinon des mousses qui sont plus dures et qui donc vous demandera plus d'efforts en termes donc en termes de pour donner de la vitesse à la balle. On parle de raquettes de contrôle lorsqu'on est sur des mousses qui sont plutôt molles. Le gros avantage, effectivement, c'est avec peu d'efforts, on arrive à envoyer la balle avec un petit peu de contrôle, puis surtout avec peu d'efforts. Voilà. Le gros avantage aussi de ces mousses-là, c'est que les vibrations sont généralement absorbées un petit peu par la mousse et donc viennent moins vibrer dans le bras. Attention, d'ailleurs j'ouvre une parenthèse, attention évidemment au phénomène du tennis elbow que l'on connaît, ou alors du golf elbow, et les deux phénomènes se retrouvent, ces deux lésions se retrouvent effectivement au paddle. Faites des étirements, regardez sur YouTube, il y a quand même des exercices qui sont très intéressants. Pensez à vous étirer notamment l'avant-bras, qui est en fait la partie fragile du paddle. Donc je referme cette parenthèse concernant donc, la partie médicale, on va dire, et je reviens donc aux raquettes. Alors, les raquettes dures, effectivement, ce sont des raquettes sur lesquelles on va pouvoir frapper fort, avec quand même pas mal de contrôle, puisque c'est vous qui allez en fait donner l'intensité, et la balle ne va pas partir seule, comme ceci, comme dans une raquette un petit peu molle. Généralement, les gros frappeurs aiment bien les raquettes dures. Donc ceux qui jouent à gauche pour faire des par 3 aiment bien les raquettes qui sont dures pour pouvoir faire donc leur par 3 ou par 4. Ensuite, les joueurs de droite, généralement, utilisent des raquettes qui sont plutôt, on va dire, molles, des raquettes à base de fibres de verre ou avec simplement une couche de carbone sur les extérieurs et une mousse un peu molle à l'intérieur. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, je crois que c'est à vous à jouer. On se retrouve très vite sur Paddle Magazine ou sur ma chaîne YouTube.